mon quart d'heure féminin, mais je suis très contente de vous avoir toutes les trois. Ce que je vous propose, c'est de présenter déjà, si vous pouvez en quelques mots vous présenter chacune, qui vous êtes, ce que vous faites, et puis les sociétés ou institutions pour lesquelles vous travaillez ou vous œuvrez. Comme ça, chacun des participants pourra mettre un nom sur vos visages. Je commence si vous voulez. Dans l'ordre? Vas-y, Lisa. Du coup, bonjour à tous. Merci Myriam de m'inviter. Du coup, moi, c'est Lisa Dia, je suis account manager chez Troisi Financement. J'ai un parcours un peu plutôt financier où historiquement, j'étais plus sur la production financière des dossiers de financement. Et aujourd'hui, j'accompagne tous les entrepreneurs sur tout ce qui va être recherche de fonds non dilutifs. Donc, chez Troisi, on est expert sur... je fais une petite page sur Troisi Financement. Donc, nous, on est expert sur le non dilutif. On propose un accompagnement complet sur toute la chaîne de valeur liée aux demandes de financement non dilutif. Donc, non dilutif, c'est vraiment tout ce qui ne rentre pas à votre capital. Donc, ça va être principalement des subventions, des prêts. Et donc, ça inclut un peu toutes les étapes, depuis les premiers contacts avec les financeurs jusqu'à la clôture des aides, en passant sur la rédaction et les suivis de dossiers. Et du coup, chez Troisi, on opère sur 3 grands pôles. Il y a d'abord le financement public, qui sont liés aux financeurs tels que la BPI et les régions. Il y a les financeurs privés, donc là où on vient mettre un peu en concurrence un peu et tout ce qui touche à la fiscalité d'innovation, donc notamment les crédits d'impôt, donc crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt administration, les statuts GUI, valorisant toutes les dépenses. J'entends un écho, je ne sais pas si... Kubra, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Et plus généralement aussi, vous pouvez couper vos micros. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon... Merci. Nous, c'est parfait. Merci beaucoup, Lisa. Avec plaisir. Je vais prendre le relais et me présenter à mon tour. Donc, Camille Williams. Je suis actuellement chargée d'affaires entreprises innovantes au Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest, et plus particulièrement à Nantes sur le département du 44. Moi, j'ai un parcours bancaire. Je suis et j'accompagne les entreprises depuis 2009 au sein du groupe Crédit Mutuel. Voilà, donc après, je pense qu'on en reparlera, mais oui, il y a un accompagnement global de l'entreprise en fonction de sa maturité et des étapes de sa croissance. Donc, voilà. Merci, Camille. Merci de m'avoir invitée. Voilà, bon alors, c'est à moi. Bon alors, Kat Lamarque, moi en fait j'ai un parcours à la base, au départ dans la finance et l'audit. Ensuite, j'ai été entrepreneur, j'ai cofondé une start-up qu'on peut qualifier de fintech, voilà, qui a eu un parcours très agréable, très fatigant mais très agréable, puisque voilà, en 5 ans, on a fait plus de 70 millions de chiffres d'affaires cumulés, 1500 collaborateurs, 5 implantations en Europe, bon voilà. Ensuite, j'ai cédé mes parts, ça fait maintenant mes dernières parts il y a 5 ans, et je suis devenue Business Angel au sein du réseau Femmes Business Angel, qui est donc le plus grand réseau de femmes investisseuses en France et en Europe, dont j'ai été la vice-présidente quelque temps. Et puis voilà, et donc j'investis voilà, en amorçage, soit directement, soit via un fonds également dont je suis administratrice. Voilà, on en reparlera. Donc, merci pour vos présentations à toutes les trois. Je propose de commencer avec la première question. Quand c'est dur en fait de se faire financer, une des premières questions que l'on va se poser en tant que chef d'entreprise, c'est mais quels sont les projets financés aujourd'hui? Et c'est la question que j'ai envie de vous poser. Quels projets financez-vous? Si vous pouvez nous en dire plus sur le degré de maturité, quels sont les critères de sélection, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus en poupe ou au contraire d'autres? Je vous laisse nous faire un petit panorama toutes les trois et chacune en fonction de vos priorités. On peut commencer. Camille, je vous laisse la parole. C'est parti.
Donc nous, on intervient donc à plusieurs moments. Tout d'abord, pour la partie financement, on parle d'accompagnement en amorçage, donc au démarrage plus, on va dire, de l'entreprise, en fait, au moment là où elle est matriculée, qu'elle se structure, quand elle cherche des subventions, comme auprès de BPI. Et à ce moment-là aussi, elle s'entoure via des incubateurs, de la Love Money. Elle s'entoure d'associés de confiance, tant pour faire grandir la technologie que trouver son marché. Il y a aussi de la traction commerciale dans les premières tractions à ce moment-là. Donc nous, c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut accompagner en crédit d'amorçage au démarrage, voilà, quand il y a plusieurs indicateurs, d'autres leviers qui ont été aussi mis en place. Donc pour un peu plus concrétiser la commercialisation et l'attraction commerciale. Donc ça, c'est le premier moment, en fait, assez tôt, finalement, sur lequel on peut intervenir. Et après, on accompagne beaucoup aussi en effet de levier au moment des levées de fonds. Donc il peut y avoir plusieurs levées de fonds, mais à chaque levée de fonds, on va souvent intervenir, souvent à plusieurs banques aussi. On est moins seul, autant en amorçage, on peut être qu'une banque, autant parce que le ticket est plus petit, autant en phase de levée de fonds, de série A, on va être plusieurs banques à accompagner l'entreprise à ce moment-là. Et puis la banque, comme on l'a dit, enfin l'entreprise, comme on l'a dit, elle fait appel à nous aussi pour céder moins de capital et avoir du financement non dilutif qui accompagne la croissance et le développement. Et là, c'est vrai que nos tickets sont plus importants et en adéquation aussi avec la levée dans une recherche d'équilibre. Et puis, on intervient aussi à d'autres moments en financement. Je pense notamment au financement du poste client avec, par exemple, la facturage. Et là aussi, on peut intervenir en plus pour accompagner des besoins de fonds de roulement, des besoins de trésorerie, mais spécifiquement sur le poste client, sur des entreprises plus matures, entre certaines levées de fonds. Voilà les différents stades auxquels on peut intervenir en financement côté bancaire. Je reprends potentiellement la main. Nous, chez 3i Financement, du coup, on accompagne tout type de boîte. Comme je vous disais, c'est un peu un intermédiaire entre les banques et entre BPI et les régions, etc. Donc, on est sur tout type de secteur. Il n'y a pas de secteur moins... Oui. Il y avait une question, pardon, Myriam? Non, pas du tout. Je crois pas. Ok. Ouais. Et du coup, comme je disais, on intervient sur tout type de boîte avec tout type de stade de maturité. Ça peut aller de la création à de la série A, B, C, en fonction de jusqu'où la boîte est prête à internaliser la partie un peu montage de dossier et accompagnement sur les financements. Ça peut passer par de la subvention à la création jusqu'à des dettes sur la partie technologique, sur la partie commerciale, jusqu'à même l'export, jusqu'à l'internationalisation, pardon. Donc c'est vraiment assez varié. C'est ça qui est aussi très intéressant. Merci beaucoup, Lisa. Donc, en tant que business angel, on intervient effectivement. Alors, après, on parlera des critères, mais dans les levées qui sont entre... Alors, je parle en dilutif plus non dilutif, les deux, prêt et puis directement pas, entre 200 et 1 million d'euros, voilà, à peu près. Et puis, comment dire, c'est en général, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand on cherche des business angels pour investir, c'est les cycles en fait sont assez longs. Voilà, il faut vraiment l'intégrer. Je pense qu'ils sont plus longs peut-être que d'avoir un prêt bancaire. Voilà, ça peut être très long. Et en ce moment, ils sont encore plus longs parce qu'effectivement, on fait des instructions encore plus détaillées. Donc, il faut compter entre 3 et 6 mois. Voilà. Et sinon, la société n'a pas forcément besoin de faire du chiffre d'affaires. Mais il faut qu'elle ait déjà un objet, je dirais, bien avancé qui fait l'objet de son entreprise. Mais voilà, il n'y a pas forcément déjà du chiffre d'affaires.
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un domaine d'activité qui a plus le vent aux poupes et au contraire d'autres qui vraiment sont difficiles à financer pour vous? En ce moment, il y a... Ah, je t'en prie, Camille. Vas-y. Non, nous, c'est pas tant, il n'y a pas de difficulté à financer un secteur ou un autre. Après, on est très, enfin, pour le Crédit Mutuel, au moins, on est très territoire, en fait. Et on intervient parce qu'on connaît l'écosystème du territoire. Et du coup, c'est vrai que assez naturellement, sur le territoire à Nantes, il n'y a pas forcément de... par exemple, il n'y a pas d'aérospatial. Enfin, il y a des domaines d'activité qu'on n'a pas sur le territoire. On va avoir un peu de maritime avec la côte. Et on va avoir beaucoup autour de l'écologie, la transition écologique. Ça, c'est plus des dossiers, des projets qu'on va rencontrer ou des projets santé. Mais après, pour la partie Crédit Mutuel, ça dépend vraiment, c'est lié au territoire. Sur la partie BPI Région, en soi, le secteur d'activité, c'est pas bloquant, c'est plus de voir le caractère innovant de la boîte derrière. Donc, de savoir un peu... de montrer un peu une différenciation par rapport au marché, par rapport à ton produit, ta technologie. Donc, c'est plus sur ces domaines-là. Mais c'est vrai qu'il y a en ce moment une effervescence sur l'IA, par exemple, où il y a beaucoup de financement sur cette thématique-là. Je donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement, pour rebondir là-dessus, il y a une majorité des fonds, en fait, d'aide aux startups, de financement qui vont sur ces domaines-là. Mais ça ne veut pas dire que voilà, les autres domaines ne sont pas servis. Moi, personnellement, c'est vrai que j'investis dans tout ce qui est impact, mais au sens large du terme, tout ce qui me paraît faire du bien à la société, on va dire. Et pourquoi je fais ça? D'abord parce que forcément... voilà, ça fait 5 ans et puis je suis montée en compétence là-dessus et c'est vrai que quand on a été touché finalement par l'objet d'une start-up, par sa mission, eh bien voilà, on est forcément plus pertinent même dans l'analyse, je pense. Voilà. Et sinon, de toute façon, quand on est business angel, on ne choisit pas tout seul. On fait toujours ça collégialement. Et donc, du coup, on ne se spécialise pas forcément sur un secteur parce qu'on fait ça collégialement et éventuellement, on va solliciter des personnes qui vont avoir des compétences sur le sujet. Et moi, voilà, c'est vrai que personnellement, j'aime bien la santé, mais voilà, ça dépend aussi. Là, je suis sur une entreprise, une plateforme qui crée du lien entre les personnes et du lien physique, pas digital, physique. Et donc, voilà, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, a de l'impact et nécessaire à notre société et je vais m'y intéresser. Même si c'est pour la santé mentale, effectivement, on peut se dire que c'est pas mal. Voilà, il y a toujours un peu ce point de repère, je vais dire. Voilà. C'est vrai que sur la partie impact, c'est de plus en plus dans les mœurs. Et il y a je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un plan France 2030 donc pour les appels à projets, etc., qui consacre beaucoup d'argent pour un peu moderniser tous les secteurs clés sur la transition énergétique, technologique, numérique et sur la santé aussi. Donc, c'est vraiment un point à prendre. À prendre en considération. Ouais. Un tout petit décalage, mais d'1 minute, c'est parce que je sais que parmi nous, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas forcément innovants, au sens vraiment de la BPI du terme, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas une activité rentable, qu'ils n'ont pas quelque chose... dans le sens, ce n'est pas une innovation de rupture. Voilà, c'est là où je vous attends. C'est pas forcément une innovation de rupture. Il y a plusieurs dispositifs, que ce soit de la BPI, des régions, et je laisserai parler Camille sur la banque. Mais c'est vrai que c'est vraiment une innovation sur soit ta technologie, soit sur ton marché. Et en fait, il faut avoir juste des critères assez différenciants pour te montrer comme caractère innovant. C'est pas forcément une innovation de rupture où tu vas changer totalement une façon de faire ou une façon de penser. C'est plus de l'innovation en continu. Oui, pour donner un exemple, par exemple, on a une très belle entreprise qui traite des composants électroniques dans les Landes. C'est pas innovant. Ce qui est innovant, c'est qu'elle emploie des personnes handicapées, qu'elle adapte voilà. Et ça, c'est innovant dans ce sens-là. Voilà. Donc l'innovation, on peut la voir aussi dans la manière de travailler avec ses collaborateurs, dans la manière d'apprendre. Voilà, elle est nécessaire, l'innovation,
parce que c'est ça qui va faire que par rapport à la concurrence, on va se démarquer, mais il y a différentes, effectivement, façons d'innover. Voilà. Ouais, puis l'innovation peut être low-tech aussi, je rejoins complètement ce que vous dites. Et aussi, on voit des améliorations de process par exemple, dans l'industrie, essayer de fluidifier un process. Et là, en ajoutant une brique, soit de technologie, soit un autre mode d'appréhension. Je pense par exemple à la gestion des déchets dans les industries, par exemple. Et tout, voilà, là, c'est pas forcément innovant. On est sur quelque chose qui est bien installé et on va ajouter une nouvelle façon de faire. Et peut-être avec de la technologie, mais aussi avec une réorganisation humaine plus globale. Mais pour percer le marché et se démarquer de la concurrence, parce que ça, c'est transverse. Et c'est en cela qu'il faut être différent. Je ne dirais pas innovant, peut-être, mais différent. Voilà. C'est ça. Disruptif. Retenez ça à tous ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui n'ont pas forcément une innovation, soyez différents. Et je pense que c'est un très bon premier conseil. Je continue, à moins qu'il y ait des choses que vous souhaiteriez ajouter, mais je continue sur une deuxième interrogation qui pourrait nous intéresser. On va se mettre derrière vos bureaux. Quels sont vos go, ou surtout vos no-go, en fait, pour aller dans un projet? Qu'est-ce qui vous ferait chavirer et qu'est-ce qui plutôt va vous mettre sur la retenue? Lisa, je te vois sourire. Alors, encore une fois, 3D Financement, on n'est pas décisionnaire sur l'obtention du financement, on optimise au maximum. Mais en règle générale, on marche quand même au succès, donc on a des critères assez définis. Comme on l'a dit, il y a une partie sur le caractère innovant / différenciation de la boîte, avec toute la partie différenciation par rapport à la concurrence et au marché. Si on parle purement financier, il y a pas mal de critères, entre guillemets, que BPI, les régions et Camille aussi, les banques, regardent sur la partie fonds propres. Donc, il faut toujours avoir en tête que le non dilutif, il est toujours capé à vos fonds propres, quasi-fonds propres. Donc, quasi-fonds propres, tout ce qui est compte courant d'associés. Et donc, le financier n'ira jamais plus haut. C'est très rare, je le vois très rarement, je ne l'ai même jamais vu, où le financeur n'ira pas plus haut que les fonds propres. Donc, c'est un peu une logique de cofinancement avec l'entreprise pour ne pas porter tout le risque. Donc, il y a cette partie-là de critères. Il y a également toute la partie, si je reste toujours dans le financier, il y a toute la partie soustraire la dette déjà existante. Donc, réellement regarder en fait votre capacité d'endettement qui va pouvoir réellement déterminer et définir le montant maximum d'une intervention des financeurs. Sur une logique un peu moins financière, mais toujours quand même, c'est toutes les dépenses que vous allez avoir. En fait, quand on fait une demande de financement, on présente un peu un programme de dépenses qui est assez structuré pour montrer aux financeurs exactement ce que vous allez financer. Et du coup, ce critère de dépense, il est plutôt en lien avec vos étapes de développement de la boîte. Donc, si vous êtes en création, ça va plus être des dépenses sur vous permettre de structurer votre produit, votre service. Derrière, si vous êtes plus sur une phase d'amorçage, ça va être de le commercialiser, de venir financer toute la partie sales, marketing, potentiellement venir améliorer le produit, etc. Donc, c'est vraiment regarder toutes les dépenses et budgétiser tout ça. Et voilà, après, tout dépend des dispositifs que vous allez chercher. Mais en règle générale, et de plus en plus maintenant, il y a, je parle de mon cas encore une fois, il y a pas mal de dispositifs qui ont un peu été resserrés et du coup, parfois avoir une traction insuffisante sur un marché, ça peut être un point bloquant. Voilà. Merci Lisa. Je prends la suite sur les. C'est vrai que dans le monde bancaire, on a des critères très, on va dire, normés par rapport à la dette et au niveau de fonds propres, comme disait Lisa. Après, en amorçage, en première, sur des petits tickets, on regarde fonds propres, compte courant, enfin capital, compte courant. On peut aussi prendre en compte les subventions, parce que parfois, c'est des subventions quand même solides. Donc on peut les prendre en considération, surtout dans la phase d'amorçage,
avant les 2 ans, de l'entreprise. Et avant ces premiers bilans, on peut intégrer dans notre analyse de ce respect critère fonds propres, enfin dette fonds propres, la partie subvention. Mais oui, et puis d'autant plus que nos crédits sont souvent adossés à la garantie BPI, et BPI est aussi très très regardant pour accorder sa garantie sur ce critère ratio dette fonds propres. Voilà, donc ça c'est vraiment la première chose qu'on regarde. Et comme disait Lisa, en retraitant aussi la perte passée récente, on va dire, et aussi les dettes en cours. Donc ça c'est des éléments auxquels on est attentif sur voilà, vraiment purement de manière bancaire et chiffrée en fait. Et chiffrée. Merci Camille. Kat ? Alors, moi, disons qu'en tant que business angel, on va regarder les critères qui ont été définis, voilà, et, de façon peut-être, voilà, un petit peu moins rigoureuse, mais on va quand même les regarder. Sauf qu'on regarde quelque chose de plus et qui, d'expérience, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est la personnalité du porteur de projet. Voilà, qu'on regarde en plus. Et alors, ce qu'on regarde, je ne sais pas si on a le temps de... Oui. Alors, ce qu'on regarde... Parce que voilà, moi je commence à voir que j'ai investi dans 25 startups, j'en ai encore 23 vivantes, et je vois bien, hélas ou heureusement, ce qui fait que ça fonctionne ou pas. Moi, ce qui m'intéresse en tant que business angel, c'est que moi ou un autre business angel siège au comité stratégique de l'entreprise pour accompagner l'entreprise. Alors, accompagner, ça ne veut pas dire la contrôler, c'est vraiment l'accompagner de notre expertise gratuite, puisque on n'est pas rémunéré pour ça, je tiens à le dire. Mais donc, c'est du coup moi quand j'analyse des startups, je le regarde. Bon, je me trompe parfois, mais dès le départ, c'est la capacité d'écoute. Voilà, la capacité d'écoute. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut écouter ses investisseurs et faire ce qu'ils font. C'est juste écouter ses investisseurs, prendre en compte ce qu'ils disent ou évacuer. Mais juste, on l'a écouté, on l'a intégré dans le raisonnement, on l'a exclu ou on l'a intégré. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est fondamental. C'est vraiment la capacité à se remettre en cause. Voilà. Moi, j'ai 2 startups. Elles avaient fait des super levées supérieures à 1 million d'euros. Elles avaient des super bureaux. Elles avaient embauché plein de monde. C'était génial. Bon, il a fallu changer de bureau, aller dans des bureaux moins beaux. Il a fallu licencier beaucoup de monde parce qu'elles avaient fait des erreurs de recrutement. Voilà, cette année, elles sont en route pour les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que c'est pas mal, je pense à une. Et elle était vraiment dans le rouge foncé. Donc, c'est capacité à ne pas se braquer et à pouvoir se remettre en cause. Voilà. Bon, après, il y aurait d'autres critères, mais je veux dire capacité d'écoute et capacité à rebondir et à ne pas se braquer. C'est pas si évident parce qu'il y a l'ego qui joue, il y a plein de choses qui jouent, mais c'est quelque chose qu'on arrive... en tant que business angel, en posant des questions qui peuvent paraître étonnantes, et puis c'est mon passé d'auditeur aussi, qui font qu'on se rend compte, voilà. Et malheureusement, clairement, j'insiste là-dessus parce que c'est un critère de réussite, de choix de la part de l'investisseur, mais de réussite pour l'entrepreneur. Moi, je rebondis, en tout cas pour ma part, toute la partie aspect humain, elle peut rentrer en compte indirectement, mais c'est vraiment pas les critères premiers, contrairement à des BA, des fonds d'investissement, etc. Le relationnel, il est important avec les financiers. Il faut quand même avoir un bon relationnel. On est quand même des humains, mais c'est moins regardé sur toute cette partie-là. Mais moi, je regarde quand même tous vos critères. C'est après, en fait, comme il en reste trop. Après, c'est sûr, une fois qu'on a passé les leviers chiffrés, comment on regarde, bien sûr qu'on regarde les chiffres. Ouais, non, mais après, c'est sûr qu'il y a la dimension humaine et la capacité d'écoute, la capacité aussi à s'entourer, à pas rester seul et ça rejoint un peu ce que tu dis, à prendre les conseils, à être dans les incubateurs, dans l'écosystème, ne pas rester seul et penser à
être trop obtus. C'est vrai, savoir s'entourer aussi, être un peu un couteau suisse agrégateur. Enfin, ça, une image un peu multifonction, mais ouais, aussi qui puisse nous embarquer les investisseurs. Je pense qu'il y a aussi un volet communication qui peut être important également. La partie complémentarité en fait de l'équipe derrière, un mec un peu plus business, une personne un peu plus chiffrée, enfin juste d'avoir un peu avoir une complémentarité dans l'équipe. C'est assez important, ça se regarde en tout cas. Et dans ce que vous dites, la communication est quand même très importante. Il y a la communication verbale, bien sûr, mais aussi écrite, parce que quelque part, pour pouvoir vous toucher, il faut mettre à votre disposition des documents qui sont suffisamment bien construits pour attirer votre attention. Je pense notamment au prévisionnel financier, parce que finalement, si vous regardez tous ces critères, bien sûr, il y aura l'alias fiscal, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il faut avoir cette capacité à bien dire les choses pour vous toucher. Et alors important, là, moi je fais mon quart d'heure aussi. Je fais mon quart d'heure. Important, soyez ambitieux dans vos business plans, réalistes, c'est-à-dire vous avez des hypothèses qui sont bien précises. C'est très important que les hypothèses soient précises et qu'on puisse les démontrer. Mais après l'ambition, bon voilà, il faut quand même en avoir. Voilà, c'est important. C'est pas voilà, c'est important d'avoir cette ambition, c'est aussi un critère. Et c'est à nous de voir finalement si c'est démesuré ou si ça paraît complètement improbable. Voilà, mais n'essayez pas de faire un business plan pour plaire aux financiers. Faites un business plan avec votre cœur, en fait, et ce que vous avez, votre vision. Voilà, pas pour plaire, en fait. Là, je rejoins le point. Sur la partie BPI, c'est plus, en tout cas sur le prévisionnel, c'est plus d'avoir une vision assez pessimiste, je vais dire pessimiste, pour voir vraiment le worst case scénario, en fait, où sur des fonds d'investissement, ça va être plus aussi voir l'ambition. Dites-moi si je me trompe, mais c'est un peu ça aussi, je trouve. Après, on finance aussi un besoin. Donc, il faut que le besoin, on finance la vision et le besoin, donc il faut que le besoin reste cohérent. On sait bien, par exemple, des recrutements faut aussi les intégrer, faut aussi, faut les locaux, il y a plein de choses. Donc, faut que le besoin soit assez clair et voilà, parce qu'on accompagne un besoin assez précis en fait. On en a parlé là tout à l'heure, et ne pas oublier le fonds de roulement dans le besoin en financement. Parce que oui, mais j'ai des grands comptes qui vont acheter ma solution, mais les grands comptes, ils ne payent pas tout de suite. Donc n'oubliez pas le fonds de roulement dans le besoin en financement. C'est souvent oublié. Donc même si on parle de prévisionnel, on reste quand même très connecté à la réalité, à des choses quand même très concrètes et terre à terre, même si on est sur des startups, de la super innovation, et je vais volontairement à l'extrême, on reste in fine sur des choses très basiques en fait et terre à terre. On est toutes les trois d'accord là-dessus. Totalement. Et surtout là, je sais pas, je pense que c'est une autre question, mais dans les périodes de difficulté, les investisseurs font des choix. Et ils font des choix sur des critères, ceux-là. Et bien justement, vous voyez comment 2025, parce que 2024, on en parlait un petit peu toutes les 4 ans, en début entre nous, comment on a vécu 2024. Comment vous voyez 2025? Est-ce que ça va être dur? Est-ce que vous êtes plutôt votre vision sur cette année? Je suis optimiste. Je prends la main sur ça rapidement. Certes, c'est un contexte un peu plus prudent, où il y a un peu plus ils sont plus sceptiques, mais il y a quand même, en tout cas sur la partie publique, il y a quand même toujours un soutien public. Comparé aux années précédentes, oui, les financières resserrent la vis, mais en revanche, les montants consacrés, par exemple pour la BPI, sont à peu près les mêmes que ceux de l'année dernière. Donc c'est pas, faut pas avoir peur, c'est juste sur le financement, c'est pas tant, faut pas avoir peur de ça, c'est plus ils resserrent la vis sur les projets, et c'est pour ça que c'est important pour un entrepreneur d'optimiser les financements en définissant réellement leur roadmap et de bien savoir quoi activer au bon moment pour faire les meilleurs effets de levier, tout simplement.
il faut qu'ils communiquent en fait. Là en ce moment, justement, le monde est un peu mouvementé alors, de manière macroéconomique et aussi microéconomique. Il faut pas, faut en parler. En fait, il faut pas que nous on découvre tout à coup des mauvais chiffres et une situation qui serait pas du tout, enfin un peu une situation comme si on est fait surprise. Là, à ce moment-là, c'est presque trop tard pour nous de trouver une solution. Alors que si on anticipe, si on communique en se voyant assez régulièrement et être en transparence en fait quand le marché est un peu plus compliqué ou que les délais de paiement se rallongent, on peut regarder d'autres solutions. On peut aussi voir avec l'écosystème parce qu'il y a d'autres manières de financer que par le bancaire pur. Donc oui, dans un monde un peu mouvementé, ce qu'il faut, c'est surtout pas communiquer et essayer d'anticiper le plus en amont possible. Alors, moi, j'ai une analyse, voilà, si on regarde les chiffres, depuis 2 ans, il y a 50% en moins de financement, genre fonds d'investissement et business angel. Bon, ok. Mais l'argent ne s'est pas évaporé. L'argent est toujours là. Voilà. Alors, les business angels, c'est différent parce qu'effectivement, on peut attendre, même s'il y en a qui ont pris l'habitude de réduire leurs impôts. Voilà. Bon, les fonds d'investissement, ils ont entre guillemets des comptes à rendre. Ils ont collecté de l'argent. Ils vont pas indéfiniment pouvoir dire bah non, bah non, bah non. Donc, je pense que après ce grand coup de frein depuis 2 ans, ça va se débloquer. C'est obligé, en fait. C'est obligé. Ça peut pas faire autrement. Ils ne peuvent pas encore faire une année à la baisse. Ce n'est pas possible. Ça va poser un problème vis-à-vis de l'argent qu'ils ont collecté ou vis-à-vis de leur déduction d'impôts pour des business angels comme moi. Donc, l'argent va se débloquer. Il est toujours là. Il ne s'est pas évaporé. Il n'a pas été placé. Alors, on peut dire qu'on le place dans des valeurs refuges, mais moi, j'y crois pas trop parce que quand on investit dans les startups, bon, on investit dans les startups, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, ça va se débloquer. Donc, ce qu'il faut, c'est être bon. J'ai 2 questions qui remontent de ce que vous venez de me dire et je vous remercie pour ce que tu viens de dire. Tu viens de dire il faut communiquer. Alors, en tant qu'entrepreneur, des fois, il peut y avoir cette retenue parce que certes, vous êtes nos partenaires, parce que c'est normal, on s'est tapé tous les 4 dans la main, non dilutif, BA et banque. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'enjeu du financement de demain, parce que je vais devoir vous reconvaincre de remettre au pot. Et donc, j'ai envie de vous le dire, mais j'ai un peu peur. Et donc, il y a cette tension de comment, en fait, jouer avec ça. Juste vous auriez des... Après, il faut avoir communiqué aussi avant quand ça allait bien. Parce que du coup, il y a un relationnel aussi qui se met en place à ce moment-là quand ça va bien. Et du coup, on sait qu'on communique, il y a une confiance partenaire qui se met en place. Donc ça se travaille entre guillemets plutôt en amont. Et oui, c'est vrai qu'on peut, s'il y avait des procédures qui se mettaient en place, par exemple des procédures collectives, c'est sûr qu'après au niveau bancaire c'est compliqué de ressolliciter de la dette, mais il y a d'autres solutions avant celle-ci en fait, des solutions, d'autres types de financement, par exemple avec des entreprises qui peuvent aider sur du crédit bail ou même si on en fait aussi, mais en situation de tension, ou des avances sur subvention aussi de certains. Je sais qu'en Pays de la Loire ça se fait. C'est d'autres organismes extra. C'est pas des organismes bancaires, c'est d'autres solutions. Voilà. Après, faut y aller en confiance en fait. Et si après on découvre les chiffres, et que les chiffres sont pas bons et qu'on n'a pas été prévenu, qu'on a juste le bilan, là pour le coup, c'est trop tard. C'est dommage. Merci. Je ne sais pas si Kat, tu voulais ajouter autre chose. Oui, je veux redire en fait que l'investisseur et le fondateur ou la fondatrice, on est dans le même bateau en fait. On a tous les deux intérêt à ce que ça fonctionne, à ce que l'entreprise se développe. Donc en fait, plus on informe effectivement son investisseur régulièrement, plus il va comprendre qu'il faut peut-être qu'il remette. Moi, je veux dire, en moyenne, je remets au moins 3 fois dans les entreprises. J'investis une première fois, une deuxième, une troisième fois, 3 fois. Après, j'estime que c'est d'autres qui doivent venir à ma place. Mais voilà, c'est systématique. Donc, en fait, le mieux, c'est de communiquer,
de cultiver effectivement cet échange et puis ce lien. Et puis, plus l'investisseur aura le sentiment que le fondateur ou la fondatrice fait son max, qu'il est transparent, qu'il y met toute son énergie, plus il sera OK pour continuer. Parce qu'en fait, s'il ne continue pas et que l'entreprise va au tapis, il perd tout. Donc, son intérêt, vraiment, il faut l'avoir en tête, il faut avoir en tête que la plupart des business angels, c'est de l'argent qu'ils ont gagné en travaillant. Moi, je dis toujours, j'ai fait des études avec une bourse d'études, donc je suis partie de zéro. Donc, c'est de l'argent que j'ai parce que j'ai travaillé et j'ai pas envie de le jeter par la fenêtre, quoi. Donc, quand j'investis dans une boîte, plus je suis informée, plus je remets effectivement pour l'aider. Clairement, donc voilà, je rejoins ce que dit Camille. Plus il y a de transparence, vraiment il ne faut pas avoir peur. De toute façon, si on ne dit rien, le problème ne se règle pas tout seul. Donc il faut vraiment avoir cette capacité à en parler en toute transparence. Et puis il n'y a vraiment aucune raison. On est vraiment dans le même bateau et en général les business angels ils remettent souvent et plusieurs fois. Voilà. Et les fonds également, s'ils sont informés. Merci. Lisa, tu voulais ajouter quelque chose ou... Non? Parfait. Donc, plutôt optimiste quand même sur cette année 2025 parce que bon, le gouvernement a finalement sorti sa loi et la BPI continue à financer. Il faut peut-être être meilleur pour se différencier des autres, mais il y a quand même du financement. Kat, tu nous dis que, et puis Camille aussi, toutes les deux, vous nous dites l'argent est là, donc il faudra bien l'utiliser à un moment. Il faut juste être là au bon moment, au bon endroit, et en fait 2025 devrait aller mieux. Bon, un vent d'optimisme, ça fait du bien. Il faut changer sa logique, c'est-à-dire on ne fait pas des levées de fonds parce que c'est une course en avant, ou des emprunts parce que c'est une course en avant. On ferait vraiment, comme l'a dit Camille, parce qu'on a une ambition, on a quelque chose de très concret. Je pense que ces dernières années, il y a peut-être eu des levées de fonds ou des appels à des financements pour une espèce de course en avant. C'est-à-dire, lever des fonds, c'était une façon de faire perdurer l'entreprise. Lever des fonds, c'est pas une façon de faire perdurer l'entreprise, c'est une façon de la développer. Et c'est vrai que, voilà, moi, il y a plusieurs startups à qui on a été obligé de rappeler les choses. Je veux dire, on fait 1 million de chiffres, on ne dépense pas 1,5 million ou 2 millions tous les ans. Enfin, sauf si le modèle est spécifique. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des vrais critères aussi de dépenses derrière et de voir vraiment les besoins que tu as et de le démontrer aux financières derrière pour prétendre à quoi que ce soit en fait. C'est pas juste pour avoir de l'argent, pour juste avoir de la trésor, c'est vraiment pour en faire quelque chose, pour développer ta boîte derrière. Quand vous avez discuté toutes les trois, vous avez, je pense, cité l'organisme de l'autre sans le faire exprès, ce qui me fait penser que vous devez travailler ensemble, in fine, où il y a des liens. Qu'est-ce qui fait que, en fait, et vous pouvez nous en dire plus si on se met encore derrière votre bureau? Moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, on a toutes des façons de voir, des angles de vue différents par rapport au projet. Et c'est ça qui est important. Parce que, moi, personnellement, je suis convaincue que je ne vois pas tout. Voilà, il y a certains points que j'arrive bien à scanner, mais pas tous. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est d'avoir d'autres points de vue qui peuvent peut-être nous calmer sur des enthousiasmes parfois un peu irraisonnés. Donc, c'est intéressant aussi de travailler pour ça, en fait. Et puis, le non-dilutif, c'est très important parce que, surtout quand les startups sont au début en amorçage, si elles lâchent trop de leur capital, il y a un moment donné, moi j'en ai encore rencontré une hier soir, elle avait plus qu'une part faible de sa société et on sait, alors c'est terrible, en tant qu'investisseur, on sait que quand le fondateur a une part faible dans la société a beaucoup moins de valeur parce qu'il est moins enthousiaste. Donc, l'intérêt de travailler ensemble, c'est que justement, c'est du non-dilutif pour que le fondateur soit toujours prédominant dans la propriété de la société. C'est très important. Je rejoins ton point où réellement on est assez complémentaires et on forme une chaîne de logique de financement où chaque acteur joue un rôle complémentaire pour justement maximiser toutes les chances de succès des financements et des projets entrepreneuriaux. Donc on se complète. Oui, on est complémentaires autour du chef d'entreprise qui doit être à l'écoute et voilà, on est là pour l'accompagner sur une complémentarité, c'est sûr.
complémentaire et réassurance aussi peut-être, parce que si vous voyez que BPI est derrière ou qu'il y a une banque qui suit ou qu'il y a un investisseur qui suit, en fait finalement ça va vous, enfin ça va fédérer, c'est un peu cette question de lead, même si on n'est pas vraiment dans un lead au sens vraiment d'un fonds d'investissement, mais on est un peu dans cette logique de co-investissement. Clairement. Et surtout sur la partie BA, fonds d'investissement, etc. Plus en fait, de toute façon, plus on apporte du capital, plus les entrepreneurs ont du capital, plus derrière tu peux faire effet de levier avec les financements non dilutifs et du coup maximiser tes financements. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, que l'on n'a pas abordé, ou des messages avant de passer aux questions-réponses, des messages que vous aimeriez passer? Tenez bon. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut se concentrer sur les facteurs qu'on maîtrise. C'est-à-dire, je voudrais essayer finalement de dire que avoir une start-up qui ne repose que sur trouver du financement, ça, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas toujours. Donc, revenir aux fondamentaux, donc affiner son process, essayer de voir comment on peut parvenir à la rentabilité. Regarder, souder son équipe, regarder la concurrence, parce que parfois, quand on la voit bouger, ça donne des idées. Et puis, le dernier point, c'est rester en forme, hein, parce que ça dure longtemps, c'est difficile. Et la santé Alors, je dis ça, mais parce que je l'ai vécu. J'ai quand même fait du sport tous les jours quand j'étais entrepreneur, parce que la santé physique, mentale de l'entrepreneur, c'est fondamental pendant ces périodes-là. Et voilà, quand j'en vois quelques-uns qui sont au bord alors je ne veux pas employer le mot habituel de burn-out, mais va te promener en forêt une demi-heure par jour et tu vas voir, ça va, voilà. Donc, surtout penser à ça et ne pas s'épuiser, voilà, sur des critères qu'on ne maîtrise pas finalement. Donc, se concentrer, comme les sportifs de haut niveau, qui se concentrent en fait sur ceux qu'ils peuvent maîtriser. Voilà. C'est exactement ça. Je rejoins le point où sur les sujets que vous ne pouvez pas maîtriser, sous-traitez-les. Par exemple, même sur les sujets de financement où vous n'avez pas forcément la vision de ce que veut BPI, etc., ou les banques, mettez-le à la main des gens qui savent le faire et concentrez-vous sur votre business surtout. Camille? Oui, moi je vais être un peu plus au sens large aussi. On est tous, on est tous des humains et voilà, on a tous, c'est ce que disait Lisa ou même Kat, on a tous des points faibles. Il faut trouver à se faire accompagner sur cela, pas rester seul, communiquer pour être le plus, le plus résilient possible. Et trouver sa vitesse de croisière et de rentabilité à la suite. Merci pour ces mots toutes les trois, parce que ça fait du bien. Merci pour ce partage d'expérience. C'est riche. Je pense que même moi, j'y retrouve des éléments de réponse. Donc, je vous remercie vraiment. Il y a une première question et n'hésitez pas, comme Mickaël l'a mentionné dans le chat, n'hésitez pas, maintenant on a 10 minutes qui sont pour vous. Si vous voulez poser des questions en direct à Camille, n'hésitez pas. Il y a une première question qui est: comment on sait quel est le bon sujet sur lequel je peux investir des fonds pour l'avenir? Alors là, bon, je ne suis pas une pointilleuse. Ma référence ne parlera à personne, mais bon. Non, on ne peut pas dire que, voilà, pourtant, hein, j'ai travaillé dans l'immobilier longtemps, j'ai investi en bourse. Non, je ne crois pas qu'il y a des il y a des bonnes solutions, des mauvaises solutions. C'est toujours le couple rapport et risque, qu'il faut avoir en tête. Donc, je rappellerai les fondamentaux: investir une partie faible de son patrimoine dont on n'a pas besoin dans l'immédiat, et faire des choses que l'on comprend, investir dans des choses que l'on comprend, ou alors, effectivement, comme l'a dit Lisa, donner la main à des personnes dont c'est le métier. Vous voulez compléter Ah, il y a une autre, super. Pour revenir sur le BP, mieux vaut un prévis ambitieux ou sécuritaire? Je vais répondre. Si on a un prévis, vaut mieux un prévis ambitieux.
Et nous, à côté banque, on l'ajustera de manière sécuritaire. On le stressera un peu. Non, enfin, prévis, vaut mieux essayer d'être le plus réaliste possible, en fait. Après, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais on sait aussi qu'il y a des choses qui, si c'est trop ambitieux, que ça ne sera pas réalisable. Donc, c'est dommage. Enfin, donc, la sécurité, c'est bien aussi. Moi, je prends le point plutôt sécuritaire. De toute façon, que ce soit BPI et comme tu le disais, Camille, les banques ou les régions vont retraiter certaines dépenses ou certains revenus. Et du coup, de rester sécuritaire mais réaliste, pour moi, c'est en tout cas sur les sujets dont dilutif, c'est ce qui est le mieux. Je l'ai déjà dit, c'est vraiment les hypothèses de travail qui doivent être très précises et basées sur la réalité. Je suis toujours étonnée parce qu'on me dit, je sais pas, et moi je dis, bah oui, ça c'est sûr, ça tu l'as testé, ça tu vas. Et après, c'est le facteur multiplicatif qui peut varier. Voilà, et qui fait que c'est très ambitieux, moyennement ambitieux ou sécuritaire. Mais finalement, ça c'est à l'appréciation. Et puis, c'est à l'argumentation. Mais c'est surtout les hypothèses de travail. Moi, je vois encore trop des business plans qui sont... voilà, on aligne des chiffres, mais quand je demande quelles sont les hypothèses de travail, elles sont basées sur quoi, là, c'est un peu plus compliqué. Moi, je veux dire, quelqu'un qui a vendu, je dis n'importe quoi, 10 cuisines solaires, parce que, bon, voilà, j'accompagne une start-up. Il n'y a aucune raison qu'il n'en vende pas 1000 ou 10 000. Voilà, je veux dire, le marché est là, mais il faut vraiment regarder les critères en fait qu'on fait que le petit chiffre d'affaires du départ ont été réalisés. Regarder les hypothèses, mais arriver à les décrypter. Et après, c'est que le coefficient multiplicateur. Voilà. Voilà, je trouve que les business plans sont faits. Oui, je pense atteindre 5 millions, 3 millions. Non, regardez les hypothèses. Vraiment, je trouve que voilà, se concentrer sur les hypothèses qui doivent être pour le coup factuelles. Là, c'est pas de l'ambition, c'est vraiment sur la réalité. Et l'ambition, c'est le facteur multiplicateur. La rationalité, donc. Oui, et si on va vraiment dans vos coulisses, c'est quoi votre coefficient où vous allez retraiter le coefficient de retraitement? On va se faire du moins 15% sur ce qui est prévu ou il n'y a pas forcément de règle? On a nos petits secrets pour voir s'il est réaliste ou pas. Je ne vais pas tout dévoiler. Voilà, mais bon, en faisant cette démarche, oui, on arrive à se rendre compte. Oui, on arrive à calculer. Voilà. On a nos petits secrets. Est-ce que l'obligataire est une solution aujourd'hui? Alors, pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec la notion, l'obligataire, ça serait de la dette en fait que l'on viendrait faire. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise va aller voir des financeurs, des business angels ou des particuliers, peu importe, ou même je sais que BPI va faire des obligations convertibles. Enfin, c'est un outil qui est là. Est-ce que c'est et donc pour continuer l'explication jusqu'au bout, en fait, c'est qu'on emprunte de l'argent contre une rémunération, donc des intérêts, et sur une certaine durée. C'est finalement un des outils aussi les plus rapides, bien plus rapides encore que des BSAR pour certaines structures. Qu'est-ce que vous en pensez toutes les trois? Mais pas que. Mais pas que. Ça peut être une solution, mais pas tout seul, pas la seule solution au moment de la mise en place de solutions. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais ça peut pas être que de l'obligataire pour. Enfin, il faut aussi, à mon sens, aussi d'autres leviers de financement, notamment haut de bilan plus classiques. Pour créer de la confiance ou parce que ça serait trop léger, ça serait trop d'endettement? C'est quand même, c'est un peu du futur aussi. Hein. Enfin voilà, il y a une rémunération, il y a des, enfin voilà, tout seul de l'obligataire, il faut pas que ça soit tout seul. J'ai pas d'exemple en tête tout de suite, donc c'est un peu compliqué, mais je dirais, mais pas que. Il faut avoir un peu un historique financier assez solide pour moi. C'est quand même un endettement supplémentaire. Donc, il faut quand même avoir, pour moi, hein, après, c'est mon avis, il faut avoir quand même une stabilité financière déjà solide pour avoir recours à ça, pour moi. Alors, bon.
Alors, vous me doutez, C'est la richesse de cette je vais faire attention à ce que je dis, parce que voilà. Disons que pour l'avantage pour l'investisseur, alors l'avantage pour le porteur de projet, c'est effectivement, c'est rapide. Bon, voilà, hein, c'est en général les investisseurs historiques qui participent à ce tour-là. Bon, voilà, et ça permet d'avoir des liquidités rapidement, sous réserve, comme on l'a dit, qu'il y a un projet. Bon, ça, okay. Le point de vue de l'investisseur, c'est qu'effectivement, l'avantage de ces obligations convertibles, c'est que ça ne nécessite pas de valorisation de la société. Donc ça, c'est très important, parce que souvent, quand elle demande ça, elle est un peu en difficulté. Si elle fait une valorisation, alors je veux être technique, inférieure à la dernière, ceux qui ont investi les autres fois, ils sont un peu dilués, ce n'est pas leur intérêt. Donc en fait, l'investisseur, il aime bien parce qu'il est prioritaire sur tout. C'est-à-dire, si jamais il y a des fonds qui rentrent dans la société, ben, on le rembourse. Voilà, donc pour l'investisseur, c'est assez sécurisant. Il va préférer clairement faire des obligations convertibles que d'acheter du capital avec une valo qui va être à la baisse dans une société où il a déjà investi. Bon, voilà. Le problème que j'y vois globalement, et qui, je pense, pour le coup, vous allez me rejoindre, Camille et Elisa, c'est que disons que c'est un peu une épidémie en ce moment, parce qu'effectivement, les banques, bon voilà, avec les critères qui sont les leurs, n'ont pas apporté l'argent, mais moi je le comprends. Et quelque part, ça manque peut-être un petit peu de cadre, on va dire, et qu'il y a un excès. Alors c'est très bien, voilà, effectivement, ça a beaucoup d'avantages pour l'investisseur, pour le porteur de projet, mais finalement, c'est du financement hors bancaire, non dilutif, hors banque et hors organisme. Or, alors je ne vois pas le défaut, mais comme tout ce qui est excessif et les modes, il y a un moment donné, il peut y avoir voilà, un retour de bâton, parce que voilà, faire du non-dilutif, c'est quand même l'affaire de spécialistes. Voilà, c'est un métier. Et clairement, moi, je serais plus rassurée qu'on fasse des obligations converties, mais qu'on s'appuie vraiment sur un organisme bancaire et qu'on trouve des partenariats. Parce que c'est pas notre métier, voilà, parce que c'est pas les métiers d'un juriste de faire du financement bancaire finalement, du financement à court terme, voilà, des lignes de trésorerie. Voilà, donc très bien, c'est super, mais je me méfie un peu des solutions miraculeuses qui ont toujours leur côté noir. Je ne le vois pas pour le moment, mais voilà. Ça risque de revenir. Je vous remercie toutes les trois. J'ai encore une question. Alors, peut-être la dernière pour respecter l'emploi du temps de chacun. Alors, comment savoir si la taille du marché, les preuves de traction ou le caractère innovant sont suffisants pour réaliser une levée de fonds? En gros, quel niveau de KPI attendez-vous ou à partir de quel niveau de KPI il faut se lancer pour faire une levée de fonds? On l'a dit déjà, c'est une question de besoin, ce n'est pas une question de niveau de KPI. Il faut que l'entreprise ait besoin d'argent pour se développer. En fait, il ne faut pas prendre le problème, je fais assez de chiffres, j'ai un besoin de financement. Après, il y a il y a tout un panel d'investisseurs qui agissent à plusieurs niveaux. Donc, voilà, je l'ai dit, moi j'ai investi dans une société qui ne faisait pas de chiffre d'affaires, qui n'avait pas de POC et qui n'avait même pas développé Donc en fait, il n'y a pas de règle. Il faut qu'il y ait un besoin, une ambition. Voilà. Moi, c'est mon point de vue. Après, je suis 100% d'accord. Alors, une autre question. Quelle est votre vision des groupements de micro-investisseurs type crowdfunding, investisseurs privés avec de très petits tickets de 2 à 10 000 euros, pour adosser par la suite un prêt bancaire ou une seconde levée de fonds? Après, il faut voir le montage financier, le plan de financement plus globalement. Oui, ça se met dans le... c'est du plus à prendre en compte, oui, par rapport à un prêt bancaire. Mais ça peut pas être tout seul. C'est aussi quand on est sur des très petits tickets, où en sont les subventions, comment est accompagné par ailleurs le projet au-delà du crowdfunding. Donc, le rentrer dans une stratégie. Oui, Lisa, je te laisse. Mais en soi, alors du coup, c'est des investisseurs privés. En soi, du coup, tu peux toujours faire effet de levier derrière sur ces financements-là.
en fonction de tous les critères dont on a parlé. Mais en soi, moi, je vois pas, enfin, en tout cas, sur moi, je vois pas d'inconvénient. Alors, déjà, le ticket, il est entre 2 et 10 000, mais en moyenne, il est plutôt proche de 10 000. Déjà. Et puis, ensuite, ils sont regroupés, en fait. Je veux dire, les micro-investisseurs dans le crowdfunding sont regroupés dans un véhicule juridique et il y a un interlocuteur pour la start-up. Donc, c'est organisé de façon à ce que ça soit comme un gros investisseur et qui agit de façon homogène. Voilà. Donc, finalement, comme si c'était un fonds qui avait... voilà. Moi, j'en pense du bien parce que moi, j'investis à titre personnel aussi sur du crowdfunding dans des sociétés voilà, que je regarde aussi. Voilà. Je pense que plus il y a de la diversité dans les possibilités de financement, mieux c'est. Après, pour avoir un succès dans parce que c'est ça l'intérêt de savoir qu'on fait une levée en crowdfunding, qu'elle fonctionne, il faut avoir quand même, là pour le coup, quelques critères et quelques KPI, dans le sens, sinon ça ne peut pas marcher. Ou au moins une grande communauté, voilà, qu'on peut activer. Parce que le crowdfunding reste un exercice réussi parce qu'il y a une bonne communication autour et que c'est vraiment... souvent une bonne communauté. Si vous avez un produit qui fait que vous avez une communauté autour de vous, voilà, bah forcément, les membres de la communauté, si vous avez 20 000 personnes, 30 000, 50 000 qui vous suivent, et même s'il y en a 5 000 qui mettent, faites la multiplication. 1 000 €, ça fait déjà beaucoup d'argent. Eh bien, écoutez, je vous remercie toutes et tous pour cette heure qui était riche et finalement, on pourrait encore en parler 1 heure si on ne s'arrêtait pas. S'il y a des questions encore, n'hésitez pas à nous les envoyer à contact@aconeo.fr. Mickaël va nous mettre le lien. Merci beaucoup, Mickaël. On pourra transférer vos questions à Camille, Kat, Elisa si jamais vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas aussi à nous contacter, nous, cabinet, incubateur, s'il y a des questions très concrètes dans votre quotidien à vous, que l'on pourrait transformer et pour lesquelles on pourrait vous aider. Merci à vous 3 pour votre temps, votre expertise, votre gentillesse, enfin tout, c'est vraiment super. Je passais un très bon moment. Et puis, moi aussi, j'ai passé un bon moment. Idem. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, bon retour à vos travaux respectifs et puis à bientôt.